et Pilot Systems. Donc on est une société de services assez large dans le périmètre, mais beaucoup de développement d'applications web et tout ce qui est hébergement, infogérance, basé à Paris. Voilà, bon, je m'attarde pas là-dessus pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, quelques clarifications sur de quoi je vais parler. Alors le cloud, c'est un sujet un peu vaste. Il y a le cloud public, le cloud privé, le virtuellement privé, etc. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Pour moi, tout ce qui m'intéresse, en fait, c'est une machine virtuelle qui tourne quelque part. C'est à vous de voir où. À laquelle on a un accès distant depuis Internet. Et idéalement, mais c'est un plus redimensionnable en termes de ressources quand on en a besoin. Sur le périmètre, alors je vais parler de développement de projets web. Si quelqu'un est en train de développer une grosse application bureau, c'est pas forcément les mêmes problématiques. Donc là, je suis vraiment dans du développement web. Et pour les tailles d'équipe, donc de petites à moyennes équipes, pour des très grosses équipes, il y aura sans doute des adaptations à faire. Alors, pourquoi développer dans le cloud? Donc, alors je vais énumérer plusieurs raisons que je vais détailler plus ou moins. Donc premier groupe de raisons, c'est qu'on est plus proche de la production. Par rapport à, donc si je résume, j'ai peut-être été un peu vite sur l'introduction, on a deux optiques, c'est développer dans le cloud, c'est-à-dire avoir les instances de développement qui sont sur des machines virtuelles quelque part sur Internet, et avoir les machines de développement qui sont, enfin les instances de développement qui sont en local sur les postes des développeurs, en direct, dans des containers, dans des VM sur le poste des développeurs, mais qui tournent en local sur le poste de chaque développeur. C'est ça les deux approches. Donc le fait de mettre dans le cloud, ça nous donne un environnement qui est plus proche de la prod. Au niveau du matériel, on a moins de risques de se retrouver avec une machine de dev qui est soit beaucoup plus faible, soit beaucoup plus puissante que les prods, soit des architectures différentes qui, dans certains cas, peuvent créer des problèmes. On a a priori, on va prendre les mêmes types de machines virtuelles pour le développement et pour la prod, peut-être des ressources un petit peu plus faibles, mais ça reste le même type d'environnement, et la même connectivité réseau. Par exemple, on peut avoir des mauvaises surprises en développement en local. On ne se rend pas forcément compte des limites de bande passante parce que on est en local, et donc si on transfère une image de 20 mégas, et on transfère une image de 20 mégas, c'est instantané. Alors que là, on accède au dev comme à la prod, donc on est dans des conditions qui sont plus proches. Pareil au niveau du logiciel, on a les mêmes versions d'OS et de logiciel. Alors on peut essayer de mettre des machines virtuelles sur la machine de dev pour avoir les mêmes versions, mais ça reste souvent, on a quand même plus de différences. Alors que là, a priori, c'est exactement le même OS, les mêmes versions de logiciel, les mêmes versions de lib, etc. Et c'est beaucoup plus facile de mettre, par exemple, d'avoir du SSL avec Let's Encrypt ou avec un certificat Wildcard dans étoile.dev, donc pour nous, pour étoile.dev.pilotsystems.net, on peut facilement avoir du SSL sur toutes les instances de dev sans alerte de sécurité du navigateur, ce qui est beaucoup plus compliqué quand l'instance est tournée en local. C'est pas complètement impossible, mais c'est quand même plus compliqué. Deuxième série de raisons, c'est que notre instance, elle est accessible par tout le monde, ou par ceux qu'on autorise à accéder. On peut mettre du contrôle d'accès, bien sûr. Donc ça permet déjà une meilleure collaboration. Si moi je suis développeur Python, C++, je connais aussi pas mal le SQL, enfin je suis plutôt côté serveur. Tout ce qui est JavaScript, CSS, tout ça, c'est pas ma spécialité. Donc quand sur mon instance de dev j'ai des bugs bizarres de JavaScript qui sont peut-être liés à un truc que moi j'ai fait, ou à un truc sur la manière dont mon install a été fait, ou quelque chose comme ça, je peux facilement aller voir un collègue qui lui s'y connaît bien JavaScript, lui filer mon URL, lui il va être sur mon instance, il va corriger le truc de conf qui était pas bon sur mon instance. C'est beaucoup plus simple que si c'est sur mon poste de travail, où il faudrait éventuellement que je lui fasse un partage d'écran de mon poste de travail, et que pendant ce temps-là, moi je suis un peu bloqué, je peux plus rien faire.
Autre avantage, on a des URL qui sont visibles par tout le monde. Ça peut permettre éventuellement de demander un avis à un partenaire, à un client, à un chef de projet, enfin, de la documenter sur un système de suivi de tickets, enfin, de la mettre en exemple. Voilà, ça a plein d'utilités, le fait que les URL soient visibles par tout le monde. C'est aussi vrai quand on est tout seul. Le fait d'avoir une URL accessible à l'extérieur, et ça permet par exemple plus facilement d'aller voir ce que ça donne depuis un mobile. Ou si on a des services API qui vont faire un retour, typiquement les paiements en ligne en général, on fait un appel pour dire qu'on veut payer, puis après, une fois que le paiement est fait, lui fait un retour pour dire oui c'est bon ou non il y a eu une erreur. Si notre instance de dev, elle n'a pas d'URL visible depuis public, elle n'a pas d'URL sur internet, on ne pourra jamais recevoir ce retour d'API. On a aussi des services d'analyse qui vont faire des validations HTML, CSS ou des validations de plein d'autres trucs, de performance de site. Enfin, il y a plein d'outils en ligne. On leur donne une URL, ils font une analyse dessus. Si notre instance de dev elle est sur le cloud, c'est beaucoup plus facile de les utiliser. Autre avantage, on a plus de liberté. En particulier avec le nomadisme, si on a un ordinateur de bureau plus un ordinateur portable qu'on utilise quand on est en déplacement, on n'a pas le souci de savoir ah non zut sur cette machine là j'ai pas l'instance de dev de tel projet. On a tout le temps accès à toutes les instances. On sait bien avec ce qui s'est passé que parfois on peut être amené à faire du télétravail sans trop l'avoir prévu à l'avance. Pour plein de raisons, là il y a eu des histoires de confinement avec le Covid, mais ça pourrait être parce que j'ai un problème de transport, parce que je me suis fait mal à la cheville et que je peux pas marcher au jour de... Enfin, voilà, ça peut être vraiment plein de raisons qui fait que tout d'un coup, subitement, on doit être mis en télétravail, temporairement pour une journée ou pour une plus longue période, et il y a les mêmes problèmes. Et aussi, si on doit intervenir ponctuellement depuis des congés, depuis quand on est en déplacement chez un ami, chez de la famille, c'est plus facile. Ça facilite aussi l'intégration de nouvelles personnes, puisque il n'y a pas, c'est plus facile de créer de nouvelles instances. Et on peut même, si je sais que lundi j'ai un nouveau développeur qui arrive sur le projet, le vendredi, je peux déjà lui préparer son instance, et le lundi, il arrive et il peut tout de suite attaquer. Je suis pas obligé le lundi à lui dire bon alors la documentation pour installer le projet elle est là, je vais attendre une demi-journée que tu l'installes et après seulement tu pourras rentrer dans le dev. Et ça nous permet aussi, si on a des grosses migrations, des gros traitements à faire, on peut rajouter du stockage, rajouter de la RAM du CPU, mettre le stockage sur des disques en NVMe ultra rapide. Enfin, on peut faire ce genre de choses-là temporairement pour faciliter la vie du dev, plutôt qu'il soit limité par les ressources de son poste de travail. Ensuite, on a plus de sécurité de deux manières. D'abord, sécurité face aux accidents ou aux erreurs de bonne intention. Si on a du matériel qui est en panne, si mon poste de travail il tombe en panne, je suis embêté. Si mon serveur il est en panne dans le cloud, normalement, dans un bon cloud, si on a une machine physique qui tombe, on perd pas les VM et sont redispatchés ailleurs, enfin, ou autre, mais on perd pas de ça. Il y a des sauvegardes. Poste de travail, poste de bureau en général, parfois il y a des gens qui font des sauvegardes régulières de leur poste de travail. C'est rarement fait. Dans le cloud, en théorie, et c'est le cas chez nous, même les VM de dev sont sauvegardés toutes les nuits. Donc au pire, si je fais une grosse boulette et que je pète un développement que j'avais fait, ou qu'un collègue avait fait, ou je sais pas quoi, je peux récupérer de la sauvegarde de la veille, et je perds au pire une journée de travail. Pareil, un disque dur qui crache dans le cloud, personne s'en rend compte parce qu'il y a du RAID derrière et les admins qui le remplacent de manière transparente. Si j'ai un disque dur qui meurt, alors on peut avoir du RAID sur son poste de travail, mais c'est rarement le cas. Aussi plus de sécurité vis-à-vis des actions plus mal intentionnées. Si j'ai mes instances de dev sur mon ordinateur portable et que je me fais voler mon ordinateur portable,
et ben le voleur il a accès au code, il a accès aux données de dev qui parfois peuvent être des copies de prod ou des copies partielles de prod avec des données qui peuvent être confidentielles. Il peut donc c'est quand même ça peut être, ça dépend du projet, mais ça peut être assez problématique. Là sur le cloud, ben s'il vole mon ordinateur, et ben il n'a pas le mot de passe de ma clé SSH, donc il peut rien en faire. Pareil, si un intervenant part, si quelqu'un quitte la société, et ben c'est plus facile de lui fermer ses accès sur un serveur que de s'assurer que sur son laptop, son machine chez lui ou sur ce qu'il avait fait du télétravail pendant une semaine et je sais pas quel autre appareil il pourrait avoir, il n'est pas des bouts de code qui restent. Alors je pense que j'ai fait le tour pour les principaux avantages. Évidemment, il y a aussi des inconvénients, hein. Rien n'est jamais parfait, et dans toute chose, il y a toujours du pour et du contre qu'il faut peser. Premier inconvénient, bah, c'est qu'il faut une connexion Internet. Et il faut une connexion Internet de qualité correcte, parce que si le développeur il a une connexion Internet vraiment trop lente ou trop instable, ça va être pénible pour lui de travailler. Si on a un développeur qui, je sais pas moi, prend souvent l'avion, bon déjà c'est pas forcément très bien pour la planète, mais au-delà de ça, il n'y a pas encore beaucoup de Wi-Fi dans les avions, ou alors c'est très cher. Donc il va être amené, quand il est dans l'avion, il pourra pas bosser, alors que si c'est en local, éventuellement il pourrait. Et il y a tous les aspects, firewalling, VPN, etc. à gérer, par exemple pour des systèmes comme NPM ou je sais plus comment il s'appelle l'autre, enfin qui est lié pour compiler des CSS, compiler des less en CSS et des choses comme ça qui tournent sur des ports 3000. Là, ça peut compliquer un petit peu d'ouvrir les ports, suivant que le développeur il a une IP fixe. Sinon, il faut lui mettre un VPN, ou alors il faut ouvrir le port pour tout le monde. C'est pas forcément très bon au niveau sécurité. Donc, il peut y avoir quelques petites complexités comme ça à voir au cas par cas. Deuxième inconvénient, c'est qu'il faut quelqu'un pour gérer, il faut quelqu'un qui ait des compétences en admin et en scripting, ou idéalement même en Docker, pour préparer les instances de dev, pour les gérer, pour faire les restaurations quand il y a quand il y a besoin, pour les fermer quand il y a quelqu'un qui part, etc. Donc on a besoin d'un petit peu de compétences en admin scripting, mais ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est pour la mise en place des instances. Après, à l'utilisation, une fois que les instances sont là, les développeurs ils sont autonomes, ils n'ont plus besoin de l'admin. Sauf pour restaurer une sauvegarde éventuellement. Ensuite, on peut avoir des problèmes de compatibilité avec les différents IDE. Alors, je développerai ça dans la partie comment faire. Là, pareil, il faut voir au cas par cas, suivant le développeur, l'IDE, le système d'exploitation qu'il a. Est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'il faut bidouiller un peu? Bon, parfois, ça pose problème. En général, ça en pose pas ou peu. Les risques, on est disponible à l'extérieur. Donc déjà, on a le risque que l'instance de dev se fasse indexer par les moteurs de recherche. Donc il faut soit mettre un robot.txt, soit mettre ce qu'on appelle htaccess, même si en fait c'est plus un HTTP basic host, si on veut être un peu technique, mais un truc qui empêche les moteurs de recherche de l'indexer. Il y a les problèmes et puis il y avoir des problèmes de failles de sécurité. Par exemple, les instances de dev, on peut avoir des mots de passe qui sont moins forts que sur les instances de prod, et donc on peut se retrouver avec quelqu'un qui arrive à se connecter sur l'instance de dev et éventuellement à accéder à des données. Donc pour ça, la solution la plus sécurisée, c'est d'avoir un VPN, que tous les accès aux instances de dev ne soient faisables que via le VPN. Mais là, on perd le fait que l'URL est accessible pour Let's Encrypt ou pour un retour API. Donc on peut avoir éventuellement un VPN plus un truc qui fait passerelle quand on par moment quand on veut, ou sur certaines URL. Mais tout ça, il faut le voir au cas par cas, hein, suivant le degré de sécurité dont on a besoin, le degré d'exposition à l'extérieur dont on a besoin, qui pourrait nous être utile, et les compétences et les tailles d'équipe. Sinon, un robot.txt, ça suffit pour
quand on a des trucs, puis on met sur une URL un petit peu cachée, et ça suffit quand on n'a pas des trucs ultra qui n'ont pas besoin d'énormément de sécurité. Un autre point où il faut faire attention, c'est ce qui est envoi de mail. En général, quand on a une instance de dev sur notre poste de travail, elle va pas réussir à envoyer des mails, donc c'est pas très grave. Sur le cloud, en général, les serveurs ils peuvent envoyer des mails, ils sont configurés pour. Quelque part, c'est normal. C'est bien parce que ça nous permet de tester des fonctionnalités qui envoient des mails. C'est risqué parce qu'on risque d'envoyer des mails de test à des vrais utilisateurs dès qu'on commence à recopier une base de prod en dev. Donc, soit il faut faire attention dans les bases de données, soit il faut avoir des systèmes de redirection ou de filtre dans l'application ou dans le système de mail, donc niveau dev ou niveau admin 6, pour n'autoriser que les mails vers certains domaines ou des choses comme ça. Et il y a les aspects financiers, je vais pas m'attarder dessus, mais forcément, dès qu'on commence à dire qu'il faut des instances de dev, donc il faut louer des VM, il faut les payer. Chez nous, on a nos propres serveurs, donc c'est des coûts indirects, c'est des ressources sur nos serveurs, c'est pas facturé. Mais ça fait des économies en temps qui est souvent bien plus précieux qu'une location de machines virtuelles, qui n'est pas forcément très cher, ça dépend où on va et ce qu'on veut. Et sur le matériel nécessaire, puisque les postes de travail peuvent être plus légers à partir du moment où on n'a pas plein d'instances de dev et de machines virtuelles à lancer dessus. Ce qui ne change pas, on faut toujours un Git ou autre chose, mais maintenant tout le monde utilise Git. On commit push pulls depuis le serveur de dev, comme on le faisait depuis notre instance de dev. Rien ne change pour tout ce qui est branche. Et tout le reste, le peer review, ça change pas. Le besoin d'un système de tickets, ça change pas. Tout ce qui est documentation, ça change pas. Tout ce qui est continuous intégration, continuous testing, ça peut changer un peu, puisque ça permet, le fait que les instances de dev soient sur des serveurs, ça permet d'avoir une plus grosse intégration avec ces systèmes-là, mais ça, je rentre pas dedans parce que ce serait le sujet d'une conférence rien que pour ça. Puis c'est à voir au cas par cas, suivant les systèmes qu'on utilise. Alors, maintenant qu'on a vu tous les avantages et les quelques inconvénients, comment on fait? Il y a plusieurs questions à se poser, qui vont pareil, ça va dépendre des projets. Là, il y a beaucoup d'avantages, inconvénients sur chaque truc. Déjà, les instances. J'ai beaucoup parlé d'instances, mais j'ai pas trop dit à quoi elles servaient. La première solution, c'est d'avoir une instance par développeur. Si on a 5 développeurs sur le sujet, on a 5 instances nominatives. Chacun a son instance. C'est pas mal pour les gros projets où il y a beaucoup de gens qui développent en même temps pour qu'ils évitent de se marcher dessus. Quand c'est un tout petit projet, un petit site vitrine avec 3 formulaires dedans, ça va être exceptionnel qu'on ait plus d'un développeur en même temps. On pourrait avoir éventuellement 2 développeurs qui vont travailler dessus, mais ils vont pas travailler dessus en même temps et certainement pas en même temps sur les mêmes parties. Donc on peut se contenter d'une seule instance de dev qui est partagée. Une autre option, ce serait d'avoir des instances par branche. Si on a une branche qui est plus ou moins isoprod avec juste quelques bug fixes et on a 2 branches pour développement de 2 grosses fonctionnalités, on pourra avoir une instance par branche. On peut faire des solutions hybrides, c'est vraiment ça à voir suivant les équipes, les projets, les ressources qu'on a, à quel point c'est facile de créer des nouvelles instances. Donc vraiment là, faut pas se focaliser en disant c'est comme ça qu'il faut faire et c'est tout. Il faut s'adapter au contexte du projet et des équipes. Pour les bases de données, on a la même question. Quand on a nos instances de dev en local, on est obligé d'avoir chacun sa base de données. C'est souvent pas mal sur des projets de taille moyenne d'avoir une seule base de données qui soit partagée entre toutes les instances de dev. Ça prend moins de place, c'est plus simple à gérer, ça permet plus facilement de coopérer parce qu'on peut se donner une URL, je donne à quelqu'un une URL sur mon instance, elle sera valable s'il remplace le préfixe par son instance à lui. Donc ça a pas mal d'avantages, mais ça pose des problèmes quand les schémas de base de données changent souvent. Dans ce cas-là, on va peut-être avoir une base de données par branche, ou des trucs un peu hybrides où on va avoir en général
toutes les instances de dev sur une base de données, mais quand je vais développer un truc où je sais que je vais devoir faire pas mal de bidouilles dans la base de données parce que je vais devoir changer les schémas et tester des migrations ou des choses comme ça, ben là je me crée une base de données spécifique et puis une fois que j'ai fini, que c'est stabilisé, je retourne sur la base de données partagée. Pareil, là il faut vraiment voir suivant le projet, suivant la fréquence à laquelle on fait des grosses migrations dans la base de données, suivant à quel point est-ce qu'on est rétro-compatible. Souvent dans les projets, mais c'est pas toujours possible, on essaye que la base de données de la V3 marche avec le code de la V2 pour qu'on puisse mettre à jour le schéma et après mettre à jour le code. Mais c'est pas toujours possible. On peut aussi prévoir éventuellement des synchros de la prod vers le dev, soit automatique, par exemple toutes les nuits, soit en semi-automatique, avec un script à lancer et il prend la base de prod, il la recopie sur le dev et il va éventuellement changer les URL et dans la base de données s'il y a besoin. C'est le genre de choses qui sont relativement faciles à faire à partir du moment où on est tout sur des serveurs. Voilà là-dessus. Alors la deuxième grosse question, c'est comment on édite à distance, puisque tant que les fichiers sont sur ma machine en local, bah, c'est facile. Je sais comment éditer avec mon éditeur favori. À partir du moment où les fichiers sont dans le cloud, ben, comment je fais, moi, depuis mon poste de travail, pour les éditer? Alors la première solution, c'est je fais un SSH, puis je lance un éditeur, Emacs via Inano ou autre chose, en mode texte, dans mon terminal. Déjà, on n'a pas forcément tous les éditeurs installés partout. Moi, j'aime bien Emacs. Quand je me retrouve sur une machine où il n'y a que VI, ben, je suis pas content. Et j'imagine que c'est l'inverse pour les amateurs de VI. Ensuite, c'est pas toujours très confortable. Déjà parce que il y a des gens qui utilisent d'autres éditeurs que ces trois-là. Et puis ensuite, parce que même moi qui utilise beaucoup Emacs, par exemple, la version dans le terminal d'Emacs, elle s'intègre beaucoup moins bien avec les copier-coller parce que et c'est pas en fait que c'est un copier-coller et voit ça comme je retape tout. Donc ça peut poser des problèmes dans les copier-coller, ça marche moins bien que quand c'est la version graphique d'Emacs qui s'intègre là nativement avec le copier-coller de l'OS. Donc, eh ben, il faudrait pouvoir que je lance mon éditeur sur mon poste de travail et qu'il édite les fichiers à distance. Alors, il y a des éditeurs qui permettent de faire ça directement. C'est le cas de mon Emacs. J'ouvre un fichier qui s'appelle scp utilisateur nom de machine le chemin vers le fichier. Évidemment, j'ai la table complétion. Et il m'ouvre le fichier à distance et quand je le sauvegarde, il le sauvegarde à distance. C'est Emacs, donc l'historique est persistant. Il y a inscrit ici, il y a un script qui s'appelle, je sais pas, export déclaration.py et que je sais que je l'ai ouvert la semaine dernière et que je veux le réouvrir, j'ai pas à retaper tout le chemin, j'ouvre, rechercher dans l'historique export decle et il me remet le chemin complet. Bon. Il y a d'autres éditeurs qui offrent ça de différentes manières, mais c'est pas le cas de tout le monde. Alors maintenant, on va voir des solutions qui sont plus génériques, qui permettent d'éditer à distance des fichiers avec n'importe quel logiciel qu'on va lancer sur son poste de travail. Alors, première solution, c'est SSHFS. Donc SSHFS, là j'ai mis un exemple, donc je crée un répertoire qui s'appelle TB, comme testbuster. Je fais SSHFS testbuster.pilotesystems.net, /, alors c'est le nom de la machine, le chemin, donc là je lui monte carrément toute la machine, dans mon TB, et ensuite, dans TB, j'ai toute la machine. Donc je peux faire un cat tb/etc/hostname, et j'ai le hostname, je peux faire un grep sur adresse, et j'ai son adresse IP. Je peux monter qu'un sous-répertoire dans mon, par exemple que mon home à moi, si je mets rien, il va monter mon home sur la machine. Donc je peux monter un peu ce que je veux et je peux éditer les fichiers. Après, c'est pour le système, c'est un système de fichiers, donc n'importe quel logiciel, il sait même pas, sauf si explicitement il va demander à l'OS c'est quoi ce système de fichiers là, mais sinon il sait pas que c'est en distance, que c'est pas en local. Donc ça c'est une solution extrêmement puissante.
Alors, c'est une solution qui marche que sous Linux, c'est Fuse, pour ceux qui connaissent, donc File System User Space, avec laquelle ça fonctionne. Et pour ceux qui n'aiment pas trop taper en ligne de commande, il y a des UI au-dessus. Il y en a une qui est intégrée à Nautilus, qui est le gestionnaire de fichiers de GNOME, où on a un bouton quelque part, se connecter à un serveur, on rentre le nom du serveur, le chemin, et il crée un dossier réseau via SSH. Alors sur d'autres OS, il y a d'autres options. Je ne sais pas s'il y a un SSHFS sur Mac. Il y a un logiciel qui s'appelle CyberDuck, qui ressemble plus à un client FTP en fait, où on se connecte à la machine, il affiche l'arborescence, et après quand on double-clique sur un fichier, il l'ouvre dans un éditeur, celui qu'on veut, et l'éditeur lui sauvegarde le fichier en local, et le CyberDuck il le retransmet. Donc c'est plus ou moins transparent. Marche pas forcément avec tous les IDE. Pour Windows, il y a des ports de SSHFS qui existent. Il me semble qu'il y en a deux. Un qui utilise le Windows Subsystem for Linux et un qui est plus sur Cygwin. Personnellement, moi, j'utilise que Linux, donc je sais pas exactement ce que ça vaut, à quel point c'est stable, mais je sais qu'il y a des gens qui s'en servent et qui se plaignent pas spécialement. Après, on a d'autres options. Entre des Unix, on peut faire du montage NFS. Si on a beaucoup de développeurs sur Windows, éventuellement, on peut mettre un serveur Samba sur les serveurs de dev et qu'après il fasse un montage SMB, donc le montage natif Windows. Alors là, il faut être dans un VPN parce que Windows il fait des choses un peu sales au niveau du réseau, donc ça passe pas par Internet. Il faut absolument un VPN, mais c'est une solution possible. Pour tous les OS aussi, on peut faire du montage en WebDAV. Donc il faut mettre un serveur WebDAV sur le serveur de dev, et après on se connecte en WebDAV, et on fait un montage WebDAV, tous les OS supportent ça, et les applications, et c'est transparent. Il y a sans doute d'autres options, hein. Le monde du réseau est assez large de nos jours, donc... alors, puisqu'on utilise SSH, je vais faire quelques petits trucs qui sont très utiles sous SSH. Donc les clés et les agents. Alors les clés SSH, on en a deux. Quand on en génère, donc SSH qui gêne, il va générer une clé publique et une clé privée. La clé privée, idéalement, elle est protégée par un mot de passe. Tout le monde ne le fait pas, mais bon, normalement, elle est protégée par un mot de passe. On la garde, on la diffuse pas. C'est un secret. La clé publique, on la met sur les serveurs, et après, à partir du moment où j'ai la clé privée et le mot de passe, je peux me connecter sur les serveurs. L'agent SSH, en général, il est lancé par la session, par exemple par GNOME, sinon on peut le lancer à la main. Il va garder les clés déverrouillées pour que le mot de passe, on a le taper qu'une fois par session, et pas à le taper à chaque fois qu'on se connecte. Et ensuite, donc je fais la première fois que je fais un SSH, il va me demander le mot de passe pour déverrouiller ma clé, il va garder la clé en mémoire, déverrouillée, et tous les SSH suivants, il me demandera plus de mot de passe. Et les SSHFS, et les Trump pour moi, etc. Ensuite, l'autre avantage, c'est qu'il est capable de retransmettre les demandes. Donc on va voir, j'ai fait un petit schéma, on n'a plus énormément de temps, donc je vais passer assez vite, mais je fais un SSH sur mon instance de dev, et je fais un git clone. Si j'ai rien fait de spécial, le git clone il va se dire c'est quoi ton mot de passe, j'ai pas ta clé SSH, puisque Git en général utilise aussi les clés SSH. Une solution, c'est de générer des clés SSH sur l'instance de dev, une clé privée, une clé publique, puis rajouter la clé privée dans le Git. L'autre option, c'est d'utiliser les agents. Donc dans ce cas-là, dans mon agent, j'ai ma clé. Le SSH, il se connecte au SSHD. Bon, il lance un Git. Je lance un Git. Enfin, il lance le Git et il lance le SSH agent. Le Git, lui, il fait un SSH pour se connecter à Git. Et le SSH, celui du milieu, là... je sais pas si je peux... Voilà, celui-là, non. Je sais pas si je peux... Si vous voyez ma petite main. Celui-là, là, ce SSH du milieu, il se connecte à ce SSH agent-là pour demander, est-ce que tu as une clé pour moi? Et ce SSH agent-là, automatiquement, il va aller se connecter à mon SSH agent, puisque quand je me suis connecté là, j'ai utilisé le SSH agent. Donc le SSHD, là, il est malin, et il a connecté les deux SSH agents. J'en renvoie la clé. Alors, je renvoie même pas la clé. C'est encore plus sécurisé que ça, mais bon, pour résumer, je renvoie la clé. Et je me connecte au Git. Et donc, en utilisant ma clé qui est là, il s'est authentifié auprès du Git qui est là.
sans avoir besoin de quoi que ce soit de spécial sur le serveur de dev. Et quel que soit le serveur de dev, à partir du moment où j'ai un SSH agent qui tourne et que j'ai activé le SSH agent forwarding, et ben je peux faire mes git clone sans qu'il me redemande plus rien de spécial. Avec ma clé SSH à moi de mon poste de travail. Autre chose pratique, c'est on vient d'un fichier qui s'appelle .ssh/config, enfin dans le home, hein, tile/.ssh/config, dans lequel on peut spécifier, donc je mets host et un nom de machine, ce que je veux, hein. Là je l'ai appelé Bastion. Je peux spécifier le nom d'utilisateur à utiliser pour se connecter sur cette machine-là, pour pas avoir à chaque fois à retaper admin@ssh-admin@, sshfs-admin@, etc. Et je peux même lui mettre hostname, je peux lui mettre soit une IP, soit un nom en toutes lettres. Donc par exemple, mon testbuster.pilotsystems.net, j'aurais pu mettre hosttb, hostname testbuster.pilotsystems.net, et après j'ai plus qu'à faire sshTB ou sshfs tb de points, pour pas avoir à tout retaper. Et je peux même, bon alors là, je vais pas m'attarder là-dessus, mais je peux même faire des choses un petit peu sus comme ça. Là, si j'ai une machine Varnish qui n'est, faudrait d'abord que je fasse un SSH Bastion, et depuis Bastion un SSH sur Varnish. Je mets ça dans mon .ssh config sur mon poste de travail, et ensuite j'ai juste à faire SSH Varnish, et tout seul, il se connecte à Bastion, il lance un netcat pour se connecter, il reforward le port, il se reconnecte sur le deuxième SSH, il transmet toutes les clés. Et si moi, donc je fais juste SSH Varnish, il a fait toutes les négociations pour moi et je suis connecté. Autre chose, je vais y aller très rapidement parce qu'on n'a plus de temps. Screen ou Tmux, c'est une alternative. C'est un truc qui est très pratique. Ça nous permet d'avoir plusieurs terminals en un, de lancer des commandes, je me déconnecte, je vais sur une autre machine, je me rattache et je récupère mon truc qui était encore en train de tourner, surtout si les connexions sont instables. Je vais pas élaborer, je vous laisse regarder les tutoriaux Screen ou Tmux. Les containers. Donc, comment on crée des instances? On peut le faire manuellement. J'installe mon Django, mon WordPress, mon Zope, mon Ruby on Rails, mon je sais pas quoi. C'est bien si on a peu de développeurs et des archis simples. Ça devient vite pénible et consommateur de temps. Donc, première option, c'est de faire des scripts. Je fais un script, create instance, je lui donne un nom et il va la créer, faire la conf. Éventuellement, il peut même faire la conf DNS, la conf du frontal web, le certificat SSL, etc. Il peut en spawner plusieurs si j'ai plusieurs instants, enfin si j'ai pour le même projet, j'ai plusieurs sous-sites. S'il peut créer, si j'ai une architecture compliquée, il peut créer tout d'un coup. L'autre solution, c'est les containers. Donc je passe très rapidement sur ce que c'est qu'un container. Hein. C'est quelque sorte, c'est une mini VM qui n'a pas tout le système et le noyau et le etc. Donc c'est beaucoup plus léger qu'une VM. Et donc l'idée, c'est que je crée un Dockerfile qui décrit comment on construit une image, qui se base sur des images déjà existantes, par exemple Debian 10, mais on a aussi une image déjà existante de PostgreSQL, de Nginx, de Apache, de plein de choses, de WordPress, de Plone, etc. Je me base sur des images déjà existantes, puis je lui rajoute mes spécificités. Et ensuite, Docker Compose, c'est pour lancer plusieurs containers qui se parlent entre eux, la base de données, le même cache, le Redis, etc. Et donc dans tout ça, qu'est-ce qu'on fait du code dans les containers? Normalement, le code, on l'a dans l'image au moment où on l'a construit. Et après, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on touche le code, il faut reconstruire l'image. C'est trop lourd, donc en dev, on va faire ce qu'on appelle du code as data. On va mettre un volume. Les volumes, c'est dans les containers. C'est un truc externe au container qui va être visible dans le container qui sert à contenir des données. Alors, donc, on va mettre le code de ce qu'on développe. Nous, pas des produits pas forcément, enfin tous les produits d'extension qui sont développés par des tiers et qu'on intègre. Ça, on peut les mettre dans l'image. Mais le code qu'on développe nous, on va le mettre dans un volume. Ça va être considéré comme des données. L'inconvénient de faire ça, c'est qu'on introduit des différences entre le dev et le prod, mais c'est des différences qui sont faibles, et on peut très facilement avoir des images modulaires, où on a une version du code qui est dans l'image, comme ça en prod, on a la version du code dans l'image, et en dev seulement, on lui monte un volume par-dessus, pour avoir notre version de dev qui est vue par le container en temps réel dès qu'on la modifie. Donc il y a des choses un peu comme ça qu'on peut faire.
Les containers, on peut les utiliser en local aussi. D'ailleurs, si on a des projets un peu compliqués et qu'on veut que les développeurs ils installent en local, souvent on fait des containers pour éviter que ce soit trop compliqué à développer pour le développeur, mais dans ce cas-là, c'est encore plus facile de passer dans le cloud, puisqu'on a déjà les containers et on peut les installer sur la machine de dev. Si on a les containers en local, si on a les containers, pourquoi aller sur le cloud? Il y a tous les autres aspects autres que l'installation. Et puis il reste la problématique des données. Souvent, on n'a pas les données dans les containers. Donc on va dire aux développeurs, les containers, ils sont là, mais ta base de données, elle est là, tes images, elles sont là, enfin, ça peut être, donc ça peut être un peu, ça reste un peu compliqué à mettre en place. Après, on peut bien sûr avoir, si on est en container, on peut avoir de l'hybride, c'est-à-dire qu'on peut avoir la plupart des gens qui développent dans le cloud, et si on a un développeur qui a une faible connexion, qui va travailler dans un train, qui va, etc., eh ben, il s'installe une instance en local de manière un peu exceptionnelle.